Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma chronique, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Il y a des podcasts de tout type, mais s'il y a un type auquel j'ai assez souvent du mal à accrocher, c'est les podcasts qui dénoncent. Attention, je n'ai rien contre le militantisme et je dirai jamais pas de politique dans mon podcast. Parler dans un micro est une façon parfaite pour parler de la société, de la vie et donc de la poétique. Mais j'ai plus de mal avec le côté éventuellement moralisateur qu'il peut y avoir dans les podcasts militants. Et cela même si je souscris parfaitement aux idées qui sont véhiculées. Par contre, il y a une façon de faire que j'aime beaucoup, c'est de vouloir changer les esprits et les choses en informant le public. Ici, dans un podcast, les auditeurs. Et surtout quand c'est pour casser les préjugés, et c'est parfaitement ce que fait Cécile, la créatrice de Culture et Préjugés. Encore une fois, superbe titre. Un hommage à Jane Austen et un lien direct avec l'objectif du podcast. Prendre un thème provenant majoritairement de l'histoire humaine, en tout cas pour le moment, en identifier les idées fausses qu'on peut s'en faire et vulgariser la thématique tout en démontant les a priori erronés. Je cite sa présentation. Culture générale, histoire, littérature, art, cinéma. À chaque épisode, on revient sur un thème culturel pour combattre les idées reçues et se coucher moins bête. Je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour dire s'il n'y a aucune coquille, mais étant donné qu'elle est médiéviste de formation et ancienne restauratrice de livres anciens, mais également ancienne bibliothécaire du musée de Cluny, je ne doute vraiment pas de son savoir et de sa capacité à vérifier ses dires. Son discours est clair, bien illustré, avec de nombreux extraits sonores et parfaitement didactique. En gros, un vrai régal à écouter. Dans les 9 épisodes sortis actuellement, elle parle de sorcières, de Robin des Bois, du vol de la Joconde, des druides. L'exception au sujet historique est peut-être l'épisode sur Love Actually, qui permet de parler de la misogynie ordinaire pouvant être présente dans les comédies romantiques. Sujet que j'aborde assez peu, mais qui est là ultra important, c'est ces vignettes. Elles sont faites par elle-même, car avec son site Isa Illustration, elle prouve qu'elle peut être aussi une illustratrice très talentueuse. Tiens, petite question Cécile au fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que toutes les illustrations sont dans un thème un peu beaucoup sépia? Chère auditrice, si vous voulez vous informer sur un sujet culturel tout en remettant en question vos préjugés, tout simplement écoutez Culture et Préjugés. De toute façon, vous écoutez, si vous détestez, vous oubliez, si vous aimez, vous vous abonnez. À dans 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop ou à dans 1 semaine pour la rediff augmentée sur le flux de recommandations podcastiques dédié. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, parmi les sorciers, il y ait plus de femmes que d'hommes. En conséquence, on appelle cette hérésie non des sorciers, mais des sorcières, car le nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut, qui jusqu'à présent préserve le sexe mâle d'un pareil fléau. La perfidie de sorcellerie se trouve plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'elles sont déficientes dans leur force d'âme et de corps, il n'est pas étonnant qu'elles soient davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Ces paroles, pour le moins misogynes, sont issues du tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, un livre qui a très largement contribué à la mise à mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont une très large majorité de femmes.
Pendant près de 3 siècles, de la moitié du XVe siècle jusqu'au XVIIIe, lorsque des bûchers sont allumés, 8 fois sur 10, ce sont des femmes qui y brûlent, dans ce qui est devenu le plus grand féminicide de l'histoire occidentale. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des chasses aux sorcières. Culture et préjugés. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de Culture et préjugés. Pour débuter ce tout nouveau podcast, je vous propose un gros sujet, les chasses aux sorcières, qui sera divisé en 2 parties, donc sur 2 épisodes, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Pour le moment, pour cet épisode 1, je vous propose d'explorer les raisons du déclenchement des chasses aux sorcières, le contexte historique, les écrits misogynes et la naissance de l'imaginaire autour du sabbat. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Avant de commencer, on va donner un cadre géographique et historique à notre sujet. Dans cet épisode, on va majoritairement parler de 3 siècles. Le XVe siècle, c'est-à-dire la toute fin du Moyen-Âge, le XVIe siècle, c'est-à-dire la Renaissance, et le XVIIe. On va surtout se concentrer sur la France, mais globalement, mon propos sera valable pour les pays environnants, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse, etc., en gardant aussi à l'esprit que le territoire français n'avait rien à voir avec l'hexagone qu'on connaît aujourd'hui. Ceci étant dit, parlons un peu chiffres. Aujourd'hui encore, malgré les recherches, il est difficile de connaître le nombre exact de victimes des chasses aux sorcières. On sait néanmoins que la majorité d'entre elles a été exécutée lors de 2 pics meurtriers, le premier entre 1480 et 1520, le second entre 1580 et 1640. Le marteau des sorcières est en effet rapidement devenu un vrai best-seller, notamment dans les zones où la répression était la plus sanglante, le livre ne faisant qu'exacerber la violence. Il a été réédité plusieurs fois à tel point que de très nombreux exemplaires nous sont parvenus. Et ça, croyez-moi, c'est un signe. Aujourd'hui, on estime que près de 30 000 exemplaires ont circulé à travers toute l'Europe, tout autant dans les sphères protestantes que catholiques d'ailleurs. Ce nombre est absolument énorme, ce qui explique que le livre ait donné naissance à un cliché qui perdurera plusieurs siècles, la sorcière qui s'unit au diable afin d'attaquer la communauté villageoise. Mais malgré tout ce qu'on pourrait croire, le mythe de la sorcière démoniaque n'est absolument pas né au Moyen-Âge. Il existe depuis l'Antiquité. Rien que chez les Grecs, on pense à Circé, qui a transformé les compagnons d'Ulysse en porcs, ou encore Médée, qui maîtrise l'art des onguents, aide Jason à récupérer la toison d'or, mais se venge horriblement de son infidélité. La littérature gréco-latine a donc très largement contribué à la création du mythe de la sorcière démoniaque. On peut toutefois constater que ce soit Circé ou Médée, elles maîtrisent les arts magiques et ont de grandes connaissances. Elles sont puissantes. Les connaissances, le savoir des guérisseuses est l'un des éléments reprochés aux femmes lors des chasses aux sorcières. Au XVe siècle, dans un monde à très grande majorité rurale et pauvre, où, comme on l'a vu, famine et épidémie étaient courantes, les guérisseurs, mais plus majoritairement les guérisseuses, qu'on appelait les bonnes femmes, étaient souvent le seul recours de la population en cas de maladie. Il y avait bien quelques barbiers qui faisaient office de chirurgiens, mais ils étaient seulement capables de panser les plaies. La sorcière, c'était une guérisseuse empirique. Elle utilisait des remèdes dont l'efficacité était éprouvée au fil du temps. D'ailleurs, on utilise encore nombre de leurs remèdes dans notre médecine moderne, notamment des antalgiques, des anti-inflammatoires ou même des remèdes pour faciliter la digestion. On sait par exemple qu'elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement. Et les principaux médicaments utilisés aujourd'hui pour accélérer le travail de l'accouchement et en faciliter les suites sont toujours dérivés de l'ergot de seigle. Les bonnes femmes étaient en effet aussi régulièrement sages-femmes dans le monde rural. À une époque où il n'y avait évidemment pas de contraception, leur connaissance des plantes leur permettait aussi de réduire la fertilité, voire tenter de provoquer des avortements et donc contrevenir à l'ordre divin tel qu'il était envisagé alors. Par ailleurs, en soulageant les douleurs des femmes prêtes à accoucher, elles allaient à l'encontre d'un des principes de la Bible qui était que les femmes devaient enfanter dans la douleur, le châtiment ordonné par Dieu après la faute commise par Ève. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture et préjugés. Aujourd'hui, pour cet épisode qu'on pourrait appeler un épisode de Noël vu qu'on est fin décembre, j'avais envie de quelque chose d'un peu léger
Et c'est donc malheureusement l'actualité qui m'a donné l'idée de vous raconter cet événement pas forcément connu du grand public, mais qui a eu des répercussions importantes sur le monde culturel bien sûr, mais aussi politique. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture des ouvrages de Jérôme Coignard, qui est un spécialiste de la question, et dans le travail duquel j'ai très largement pioché pour vous raconter cet événement hors norme. Allez, c'est parti! Nous sommes le mardi 22 août 1911 à 9h au Louvre. Louis Beyroux, un peintre spécialisé dans la représentation des intérieurs du musée, arrive dès 9h, heure d'ouverture. Il fait partie de ces artistes qui ont une autorisation spéciale pour peindre à l'intérieur du musée et il travaille sur une nouvelle peinture dans laquelle apparaît la Joconde. Mais arrivé dans le salon carré où est exposée la peinture de Léonard de Vinci, il constate qu'elle n'est pas à sa place. Lorsque Paul Jacquier, nouveau sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, est prévenu de la réapparition de la Joconde, il contacte aussitôt Driou, le juge d'instruction qui s'était désintéressé assez vite de l'affaire et qui est bien embêté parce qu'il avait déclaré pouvoir écarter de manière certaine la complicité des maçons, des peintres, des photographes, etc. Il refuse d'imaginer que le vol ait pu être aussi simple et sans complicité et se trouve bien embarrassé par ce coupable qui est à peine mentionné dans l'enquête. Comble de l'embarras, Vincenzo Peruggia est un Italien arrêté sur le sol italien et sera donc jugé en Italie. Alors que 2 enquêteurs français sont envoyés à Florence, on s'interroge sur cet échec monumental. Parce que comme je l'ai évoqué juste avant, Peruggia a bien été interrogé par la police le 29 novembre 1911, mais il n'a jamais été soupçonné alors qu'il est noté que le jour du vol, il est arrivé 2 heures en retard au travail, pile à l'horaire supposé du vol. Et il a bien confirmé avoir travaillé au Louvre à la pose des vitres sur les tableaux du salon carré. Mais son attitude a sans doute joué pour lui. Personne ne peut imaginer que ce petit ouvrier qui ne paie pas de mine a pu cambrioler le Louvre. Il y a aussi le problème de l'empreinte du... En repartant, Marc semble bien décidé à passer enfin à autre chose. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Cette scène est considérée comme hyper romantique. Et pourtant, même le comédien Andrew Lincoln s'est à l'époque interrogé sur cette situation en se demandant si elle n'était pas problématique. Il a déclaré, je cite, « Je n'arrêtais pas de répéter à Richard Curtis, le réalisateur, que j'avais l'impression d'être flippant. Aujourd'hui, il est conscient que le comportement de mon personnage est à la limite du harcèlement. » Oui, parce que je suis désolée de le dire comme ça, mais au fond, c'est juste l'histoire d'un mec qui stalke un peu la femme de son meilleur ami. On a juste mis un vernis qui fait pleurer et des chants de Noël par-dessus. Et si vous en doutiez encore, il suffit de lire le témoignage de la principale intéressée, l'actrice Keira Knightley, qui est revenue sur la fameuse scène des pancartes dans une interview qui, si je me trompe pas, a été donnée cette année même. Elle dit « L'aspect stalk, c'est-à-dire de harcèlement de cette scène, je m'en souviens. Je me revois faire la scène et Richard Curtis me dire à propos d'Andrew Lincoln « Non, tu le regardes comme s'il était flippant. » Et moi « Mais il est un peu flippant. » Et on a dû la refaire pour corriger l'expression de mon visage pour que l'acteur paraisse moins flippant. Voilà, dans la bouche d'une femme, ce qu'est vraiment cette scène quand elle la vit, sans montage, sans jolie musique derrière. Et c'est aussi le bon moment de rappeler que Keira Knightley n'avait que 17 ans lors du tournage de Love Actually. Sachant que les très jeunes femmes se font souvent plus harceler, je trouve son témoignage très significatif. On va maintenant s'intéresser à une intrigue qui dure aussi 12 minutes et qui est triste à mourir. C'est l'histoire de Sarah et Carl. Sarah, jouée par Laura Linney, est folle amoureuse de son collègue Carl, interprété par Rodrigo Santoro. Elle est tellement folle de lui que même son patron, Harry, joué par Alan Rickman, l'encourage à faire le premier pas. Il est d'ailleurs assez curieux ce patron qui s'immisce dans la vie privée de ses employés, mais bon. La particularité de Sarah, c'est qu'elle est sans cesse interrompue par des coups de fil. Il y a quelqu'un qu'elle appelle mon amour, qui l'appelle absolument tout le temps, et à qui elle répond invariablement « Oui, absolument pas. Je ne suis jamais prise, vas-y, je t'écoute. » même si clairement les appels la dérangent.
Il y a bien quelques tentatives entre elle et Karl, mais ça ne débouche pas jusqu'à une fête organisée par leur entreprise, qui se déroule d'ailleurs dans la galerie photo tenue par Marc, notre stalker aux pancartes. De nos jours, quand on imagine un druide, l'image de Panoramix nous vient naturellement à l'esprit. Un vieux bonhomme sage et ma foi fort sympathique, qui passe tout son temps à cueillir du gui dans la forêt et préparer de la potion magique dans sa hutte. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, dans l'imaginaire collectif, les druides étaient paradoxalement soit des philosophes respectables, soit des prêtres sanguinaires qui sacrifiaient des êtres humains par dizaines dans de grands massacres rituels. Alors, les druides étaient-ils des prêtres assoiffés de sang, des mages astrologues, des devins, des philosophes, des sorciers ? On va voir ça tout de suite dans cet épisode dédié aux druides. Culture. Et préjugés. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture et Préjugés. Ah là là, les Celtes. C'est un vrai casse-tête de travailler sur ce sujet. Entre l'absence de sources directes, des textes partisans, des chercheurs plus ou moins sérieux et des clichés qui ont cours depuis des siècles, pas facile de faire le tri, mais on va quand même s'y coller. Allez, c'est parti. Déjà, commençons par le commencement et rappelons 2 ou 3 petites choses sur les Celtes. On verra plus loin que grâce à la parole, les druides ont beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi les Philides étaient aussi puissants en Irlande. Mais les druides avaient encore d'autres spécialisations. Ils étaient notamment médecins. Il existait 3 types de médecine, une médecine magique, principalement liée à la parole et aux incantations, une médecine dite sanglante et une médecine végétale avec les plantes. Fingen, le médecin légendaire du roi d'Ulster, l'Irlande du Nord, était réputé savoir déterminer la maladie d'un patient juste en regardant la fumée qui sortait de la cheminée de sa maison, ou en écoutant ses soupirs. Ce même Fingen a réalisé ce qu'on pourrait appeler de la chirurgie. Mais là encore, on est sur de la mythologie, et même si la mythologie nous donne une idée des capacités des druides, il faut rester prudent et absolument rien n'indique que les druides avaient des notions de chirurgie. Enfin, plus improbable est le rôle de portier, un rôle que l'on trouve dans les textes mythiques. Il n'est jamais dit explicitement que ce sont des druides, mais le fait que cette fonction amène à questionner les nouveaux arrivants et permette de renseigner le roi laisse entendre que c'était effectivement des druides. Pour la petite histoire, il faut savoir que les druides étaient censés n'avoir aucune infirmité physique et être en pleine possession de leurs moyens. Pourtant, dans les légendes, ils sont souvent atrophiés. Ils n'ont souvent plus qu'un œil, mais ils surpassent bien évidemment ce problème et n'en deviennent que plus puissants. C'est notamment le cas de ces fameux portiers qui n'ont souvent qu'un œil et qui sont donc des devins extrêmement expérimentés. Mais toutes ces spécialisations, vous l'avez sans doute compris, s'entremêlent plus ou moins. Et s'il y a un rôle qui est très important chez le druide, c'est celui d'enseignant. Être druide n'était pas héréditaire. Il n'existait pas de famille druidique. Techniquement, tout le monde pouvait devenir druide s'il suivait leur enseignement. Enfin, tout le monde. Les classes aisées surtout, qui envoyaient leurs enfants se former auprès d'eux, sans doute moyennant finance. Mais il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il faut dire que l'enseignement était exigeant et durait probablement au minimum 20 ans. Et tous les élèves ne devenaient pas forcément druides, mais la qualité d'élève auprès d'un druide était déjà, en soi, une promotion sociale. La particularité de cet enseignement intensif est qu'il n'était jamais vraiment terminé, et l'étudiant pouvait retourner chez son maître quand il pensait ne pas en savoir assez. Les auteurs ont souvent raconté que cet enseignement était secret et dispensé à l'écart, genre dans la forêt. Alors, la forêt étant une sorte de sanctuaire naturel, l'idée n'est pas stupide. Sans aller jusqu'à dire que l'enseignement druidique était secret, considérant son exigence, sa difficulté et le statut du druide diplômé, si je puis dire, il est assez logique de classer. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on va se pencher sérieusement sur le sujet. Mais la recherche restera très longtemps tributaire du témoignage de César, qui fausse la chronologie et qui, comme on l'a vu, n'était pas toujours honnête.
Bon et alors, notre panoramix national alors, est-il un vrai druide ? Il est habillé en blanc, couleur du sacerdoce, ok. Il conseille aussi le chef, et ça, c'est très vrai. Par contre, ses activités sont limitées, puisqu'il passe surtout son temps à couper du lit avec une serpe d'or, une image d'Épinal que l'on doit à l'auteur romain Pline. Quant à la potion magique, il n'est pas impossible que ce soit un hommage à la légende celte de la fontaine de santé qui guérissait miraculeusement les guerriers, et ça, c'est peut-être finalement un bon résumé de la puissance des druides celtes. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu parce qu'il m'a donné un peu de fil à retordre. Pour plus d'infos sur les druides, des petites anecdotes pour briller en société, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Blue Sky et Mastodon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Même si le podcast que j'ai recommandé ici peut n'avoir aucun lien avec la triste actualité de cette semaine, j'aimerais dédier cette chronique à François TJP, qui nous a quittés. J'avais même déjà parlé de son travail il y a quelques semaines dans une roco pour Et la Terre éclata. Et d'ailleurs, c'est, je crois, une recommandation qui sera présente en version augmentée d'ici, je crois, 2 semaines, je crois, 2-3 semaines. Donc si vous l'avez raté, vous pourrez la réécouter bien plus tard. Je vais me permettre de réutiliser ce que j'ai dit sur Blue Sky. En fait, aujourd'hui, la Terre n'a pas éclaté, mais nos cœurs menacent fortement de le faire. L'un et l'autre, on avait partagé quelques discussions, mais bien moins que plein d'entre vous. Mais il représentait pour moi et sûrement pour plein d'autres personnes un symbole de création. Et il laissera une profonde trace dans ce que je fais. Et que ce soit dans Culture G, dans la Gazette de Galaxy Pop, ou dans toutes les fictions et podcasts que nous faisons, je pense que si on veut réellement lui rendre hommage, il faut que nous continuions tous à créer, chacun de notre façon. Merci François.